Lauralie Callens, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la table d'Icare. Avec toi, nous allons parler de l'usine Alteo, des rejets qu'elle a émises et qu'elle émet encore, et les conséquences environnementales qui vont avec, ainsi que la communication sur du coup, le sujet de ces rejets et de l'usine. Donc la première question, et je t'en ai déjà parlé du coup, c'est d'introduire ton sujet, du moins d'en parler, sous 3 niveaux différents. Ok. Donc, le premier niveau, ça sera si tu t'adressais à un enfant de 8 ans, donc c'est basique. Le deuxième niveau, ça sera si tu parlais à une personne, je dis un lycéen, mais ça peut être une personne normale, qui n'a pas de background dans ton sujet. Et la dernière personne, c'est du coup quelqu'un qui a du background dans ton sujet. Ok. Donc c'est là le moment où tu introduis un peu plus de détails. Oui, et je sors tous les mots compliqués. Exactement. Donc, je t'en prie, je te laisse en parler. Donc pour l'enfant de 8 ans. Donc, dans mon sujet, je travaille sur un rejet d'une usine. Donc l'usine produit de l'alumine. Alors l'alumine, c'est un matériau qui va être utile pour fabriquer les téléphones qu'on utilise, notamment. Et en produisant, elle produit aussi des déchets. Donc ces déchets, il faut bien les jeter quelque part. Nous, quand on a des déchets, on les jette à la poubelle. Donc l'usine, au départ, elle les jetait à terre. Mais à un moment donné, il n'y avait plus beaucoup de place, donc elle a décidé de les jeter en mer. Et pendant des années, elle a fait ça, et il y a des règles. Et avec ces règles, en fait, elle a dû être obligée, en 2015, d'arrêter de rejeter ces déchets qui sont dangereux dans le milieu marin. Donc c'était en fait de la boue, comme quand tu vas quand il y a de l'eau et que tu as de la terre et que tu sautes dans l'eau, ça s'appelle de la boue, et là c'était de la boue avec des produits dangereux. Donc là, ils ont réussi à arrêter de rejeter cette partie de boue, mais il restait toujours cette petite partie d'eau qui avait qui n'était pas totalement dans les normes, donc tout ce qui est correct. Donc par exemple, quand on te dit tu ne dois pas parler en classe, en fait si tu chuchotes, c'est pas bien. Donc là c'est pareil. Ils n'ont pas appliqué totalement la règle. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a quelqu'un qui prend des décisions. Donc on appelle ça le préfet. C'est un petit peu comme le maire du village. Et donc là, c'est plutôt pour le département. Et donc il a dit, il faut que vous trouviez une solution et je vous donne 6 ans. Donc pour faire autrement. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc l'usine, elle a trouvé en fait des différents moyens de pouvoir en fait respecter cette loi. Et c'est ce qu'elle a réussi en 2021. Et moi, du coup, j'étudie cette partie de qu'est-ce qu'il y avait dans le rejet, comment ces déchets sont devenus un peu mieux, et qu'est-ce qui s'est passé en mer. Parce qu'en fait, ces déchets, ils produisaient des sortes de cheminées, qu'on va appeler des concrétions, et en changeant les déchets, on a en fait ces concrétions, elles ont évolué. Et donc quand elles se formaient, après, à un moment donné, elles s'effritent. Donc c'est comme le sable quand tu t'appuies, quand il devient un peu plus sec, et ça s'en va dans l'eau. Donc ça c'est la partie milieu marin que je regarde. Et en même temps, dans la société, il y en a beaucoup qui en ont parlé et qui n'étaient pas forcément d'accord avec le fait que l'usine continue à jeter en mer. Et de là, en fait, les gens, ils ont parlé, et c'est comme quand il y avait la période Covid, où on te disait il faut que tu mettes un masque. Il y en a qui te disaient non, en fait, ça sert à rien. Là, c'était pareil. Donc les gens, à la fin, ils savaient plus trop ce qu'il y avait dans ces déchets. Et moi, c'est ce que j'étudiais aussi, c'est comment on a communiqué sur ce qui se passait en mer, donc dans cette partie poubelle, et qu'est-ce qui en fait est vrai. D'accord, ok. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie enfant de 8 ans. Si on monte un cran au-dessus, qu'est-ce que tu rajouterais du coup, si tu parles à un lycéen? Par rapport à ça, l'usine elle rejette en mer. Donc au départ, c'était des boues qu'on appelle des boues rouges avec plein de métaux et un pH qui est élevé. D'accord.
Donc, et qui dit pH élevé dit c'est pas très bien en fait, puisque on a un pH normalement qui est plutôt neutre, quand on boit l'eau ou même l'eau de la mer. Donc ça, c'était des paramètres qui dépassaient les normes réglementaires qui étaient définies au niveau national et voire européen aussi. Donc pour ça, il y a eu un suivi qui a été fait, plusieurs demandes qui ont été faites, qui ont abouti à une décision de c'est pendant 6 ans. Vous devez vous mettre aux normes. Donc, ils ont mis différents procédés de traitement qui ont abouti, du coup, en 2021, à ce qu'officiellement, ça soit dans les normes. Donc, moi, je regarde, en fait, en mer, ce qui se passe au niveau de ce rejet. Donc, il y a une sorte de panache. Donc, c'est le mélange de l'eau de mer avec l'effluent qui forme une sorte de fumée blanche. D'accord. Donc quand tu parlais de cheminée, moi j'imaginais du coup un agrégat de matière. Et après il y a ça aussi, oui. Mais c'est deux choses différentes. Oui, donc déjà, il y a cette partie de sorte de fumée, donc le panache, et en même temps, en fait, en se mélangeant, ça forme aussi une partie solide. Et cette partie solide, donc les concrétions qu'on va appeler, dans le langage scientifique, hydrotalcite. D'accord. Voilà. Et donc quand ils ont commencé à réduire le pH, donc ces hydrotalcites qui avant se formaient, capturaient donc les métaux. Et ces métaux, en fait, quand on arrête de mettre un pH élevé, ces concrétions ne se forment plus et les métaux, ils ne sont plus attrapés. D'accord. Donc ils restent dans le milieu. Donc là, c'est en fait ça que j'étudie, c'est comment ça se passe autour. Donc est-ce que il reste là? Est-ce que ça va être en lien avec ce qu'il y a sur le sol? Tout ça. Et donc par rapport à ça, j'étudie aussi en communication comment cette donnée a circulé à travers les décisions pour accorder cette dérogation et aussi pendant la partie suivi, parce qu'il y a un suivi qui a été demandé au niveau réglementation. Et là, en fait, il y a eu plein de biais différents et c'est comme ça qu'en fait, j'essaye de voir la différence pour ensuite comprendre qu'est-ce qui n'a pas été et comment on pourrait reformuler toutes ces informations scientifiques pour pouvoir faire que tout le monde puisse les comprendre. D'accord. Quand tu parles de dérogation, est-ce que tu parles de l'État français qui laisse l'usine rejeter des déchets ou tu parles de la dérogation après l'arrêté préfectoral que l'usine continue à rejeter quand même? C'est ce mot-là qui me D'accord. Alors en fait, quand ils ont donné une dérogation, la dérogation c'est un arrêté préfectoral. D'accord. Donc là, ils ont dit, pour par exemple la concentration en aluminium, ça sera 1226 mg par litre. Donc si c'est au-dessus, ça dépasse. Si c'est en dessous, c'est bien. Et ça, c'était pour la période de dérogation. Après, en fait, à la fin, il devait atteindre, j'ai plus la valeur exacte, on va dire 5 mg. D'accord, ok. Donc, en 2021, c'était 5 mg, et puis c'est tout. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Et ça a été, du coup, prouvé avec des prélèvements en usine qui ont été faits par l'industriel, par l'ADREAL, donc c'est un service de l'État, et ensuite par des laboratoires comme le mien pour établir en fait un suivi. D'accord. Donc il y a eu trois comparaisons, donc on ne pouvait pas dire que du coup c'était faussé. Il y en a un qui est biaisé quoi. Okay. Voilà, ou même s'il y en avait un qui était biaisé, on pouvait vérifier par 3 résultats. Ok. Donc là ça fait 2 niveaux. Voilà. Il y a un dernier niveau où là c'est compliqué, ou du moins c'est ce qu'on essaye de faire passer comme message. Donc qu'est-ce que tu rajoutes de compliqué dans tes 2 dernières explications? Alors du coup, c'est un effluent industriel composé donc à la base de boues rouges qui sont des résidus solides avec sodiques qui sont rejetés en mer. En 2015, cette partie de résidus solides est stockée à terre. La partie liquide continue d'être envoyée avec des paramètres qui dépassent les normes. Donc il y en avait 5, donc 3 métaux, l'aluminium, le fer, l'arsenic, le pH, la demande biologique en oxygène et la demande chimique en oxygène. D'accord. Donc par rapport à ça, de là, il y a eu différentes stations qui ont été mises en place. La première, qui s'appelle une station de traitement au CO2 afin d'abaisser le pH avec de l'acide, donc le CO2 qui se transforme en acide carbonique.
qui fait que ça réduit le pH et en même temps ça fait précipiter les métaux. Donc ça a permis d'abaisser ces 4 paramètres, pardon. Et ensuite, pour la DBO et la DCO, ils ont mis une station biologique pour rentrer dans les normes. Est-ce que tu peux définir c'est quoi une demande biologique en oxygène et chimique? C'est en fait une sorte de quantité d'oxygène que l'on a dans le milieu. Que l'on juge nécessaire à la vie. Voilà, c'est ça. Okay. Et en fait, c'est très bien pour les rivières, mais en fait, ça n'a pas trop d'intérêt pour le milieu marin. Ça a été un aussi des problèmes un peu conflictuels qu'il y a eu parce que en fait, les scientifiques jugeaient qu'il n'y avait pas d'intérêt. Mais l'arrêté ministériel, qui était l'arrêté de base, qui était en fait appliqué que pour les rivières. Donc la préfecture a dit qu'il faut le mettre en place. Mais finalement, c'est parce qu'en fait, ils ne savaient pas trop. Et tu dis que c'est pas atteignable, qu'est-ce qui fait que ça a pas de sens d'appliquer en milieu marin? Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir autant d'oxygène et il y a beaucoup d'organismes qui en fait vivent dans un milieu qu'on considère anoxique. Okay. Donc ils fonctionnent pas avec un gros besoin d'oxygène ou c'est plutôt un besoin d'azote. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Okay. Mais après, pour certains militants associatifs, c'est dans la loi, il faut l'appliquer. Il y avait certains chercheurs qui n'étaient pas spécialisés là-dedans qui disaient oui, en faisant ça, après on pourra potentiellement réutiliser l'eau pour irriguer. Enfin, du coup, ça fait plein... Ça grossit le truc. Et l'usine, elle a quand même dû financer une station pour 2 paramètres qui n'avaient pas vraiment d'intérêt pour le milieu marin et qui fait qu'à la fin, elle a été en redressement judiciaire financièrement. D'accord, donc ça l'a mis dans le rouge pour quelque chose qui n'était pas forcément nécessaire. Voilà. Mais en même temps, est-ce que c'est pas partir dans une bonne direction de pousser la chose plus loin que nécessaire ou... Si c'était possible après pour réutiliser, comme il disait, pour un système d'irrigation, mais le souci c'est que même si l'effluent est neutralisé, c'est-à-dire que le pH a été remis à des valeurs normales, proches donc de 8, l'eau qu'on boit, c'est entre 7 et 8,5, je crois. Il y a toujours des composés qui viennent de la soude, qui fait qu'on ne pourra pas mettre ça facilement sur les plantations, quoi. Ok. Alors bon, j'ai l'impression qu'on a vu un peu, du coup, très brièvement ton sujet. On a égratigné la surface. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'en es arrivé à là ? Pourquoi tu t'étudies ce sujet-là? Je sais pas si c'est par intérêt ou... je vais pas dire par opportunisme parce que je vois pas l'opportunisme là-dedans, mais qu'est-ce qui fait que tu étudies ça Ok. Alors, à la base, si on revient vraiment assez loin, en fait, au départ, je voulais pas du tout travailler dans l'environnement. J'étais plus partie sur l'astronomie. D'accord, ok. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que la physique, c'était pas trop mon truc. Et que la chimie m'intéressait un peu plus. Et j'étais plus sur la chimie des parfums. Ok. Avec, en fait, c'est un reportage de C'est pas sorcier qui m'avait motivée un petit peu. Okay. Et finalement, je suis donc arrivée à devoir prendre une décision de savoir quoi faire après le lycée. Donc il y avait différents parcours qui étaient proposés. Et finalement, il y en avait un qui n'était pas très loin. Donc j'avais jamais vraiment été loin de chez mes parents. Donc j'avais pris ce parcours-là qui était en environnement. Chimie et biologie pour l'environnement. D'accord, ok. Mais pour moi, l'environnement, c'était vraiment très, très lointain dans ma tête. C'était pas une préoccupation? Non. Okay. Et en fait, petit à petit, c'est devenu comme ça. Et donc, les années ont passé. J'ai fait une année de contrat veilleux en Belgique, mais dans une boîte pharma. Et finalement, je me suis dit, la partie... tout ce qui est chimie pharmaceutique, c'est quand même très basé sur l'économie, quoi. L'argent. D'accord. Alors que l'environnement, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup plus besoin avec tout ce qui se passe en ce moment. Et du coup, ce sujet, je l'ai vu passer à travers des offres. Okay. Donc c'est pas toi qui a trouvé le sujet, qui a créé une thèse avec... Et du coup, j'ai vraiment trouvé ça intéressant et je me suis dit pourquoi pas en plus me lancer dans un autre domaine. Donc du coup, la communication.
Même si au départ, je pensais pas du tout que ça serait comme ça. Je voyais pas ça vraiment comme ça. Et comme j'avais fait chimie et biologie, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on fait de la communication aussi. D'accord. Mais du coup, quelque chose qui est absolument pas scientifique, ou alors si, j'ai vraiment une partie de chimie où je fais vraiment de l'analyse. Donc, je veux dire dans le sens, tu parles de la communication. De la communication, je pensais que c'était vraiment pour rediffuser les données, faire que, en fait, rétablir la vérité. Mais en fait, c'est pas du tout ça, parce que même si quelqu'un, même si on a quelqu'un à qui on veut dire, mais en fait, c'est ça qui s'est passé, si la personne, elle est bornée dans ce qu'elle pense, ça servira à rien, parce qu'elle restera fixée sur ses positions, parce que chacun a une opinion. Ah, ok, donc tu étudies un peu la robustesse enfin pas la robustesse, mais la solidité des opinions des gens aussi, ou... Alors ça, j'ai un peu pris les prises de position pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Il y avait des associations qui finalement, quand les scientifiques qui ont vraiment fait le suivi, en fait, ils n'ont pas pris en compte donc, ce qu'ils disaient, mais ils avaient des scientifiques dans leurs associations. Et eux, par contre, ils les écoutaient, alors qu'en fait, c'était des personnes qui ont à peu près 80 ans et qui étaient loin du sujet depuis quelques années. Et eux, ils ont fait sans cesse répéter la même chose, ils ont fait des actions militantes, ils ont diffusé des infos dans la presse, ils ont fait partie de comités de suivi, et en fait, ils ont diffusé ce que eux, ils pensaient, mais c'était pas vraiment ce qui s'est vraiment passé dans les suivis. D'accord. Est-ce que c'était biaisé dans le sens que eux ils voulaient plus de régulation, plus de... En gros, ils étaient sur le côté plus on est pour l'environnement et la protection de l'environnement, et l'usine c'est une méchante et on veut qu'elle arrête. Et du coup, ils trouvaient des scientifiques pour backer ce qu'ils disaient. En fait, c'est des scientifiques qui sont dans ces associations-là. Mais alors, ils ne voulaient pas que l'usine s'arrête. Ce qu'ils voulaient, c'est que ça arrête de rejeter dans le parc national des Calanques. D'accord. Parce que pour eux, c'est un milieu qui est protégé. Enfin, c'est leur petite perle, quoi. Ouais. Donc, et c'était juste ça. Il faut arrêter de polluer dans le cœur d'un parc. Donc, au centre, là où il y a le plus de biodiversité, où c'est le plus magnifique, quoi. D'accord. Et pour ça, il fallait que ça soit au plus rapidement et le plus efficacement possible. D'accord. Mais du coup, ce que tu dis, toi, c'est que les scientifiques qui, du coup, faisaient pas partie de cette association disaient qu'au final, c'était OK, que les taux étaient acceptables. Oui, donc ça, c'est ceux qui ont fait donc, le suivi, donc qui ont travaillé avec l'usine pour qu'elle se mette en conformité. Donc, ils ont étudié le milieu marin. Et pour eux, c'était pas le même discours, quoi. Disons que pour eux, le suivi était correct. Et c'était pas si dangereux que ça. Et on pouvait pas prouver que c'était l'usine. D'accord. Parce qu'il faut savoir que la mer Méditerranée, c'est l'une des plus polluées au monde. Et un poisson qui va être contaminé, comment on peut savoir que ça vient de ce rejet-là et pas du rejet de l'usine d'à côté? Oui. Ou d'une usine beaucoup plus loin, ou même juste d'activités militaires qui se trouvent dans la ville de Toulon. Ok, mais donc ça, c'est la question de comment on analyse la pollution, et du coup, il y a plein de méthodes différentes sur le sujet. On va y revenir. On va y revenir. Donc du coup, est-ce que... on a parlé un peu de ton parcours, on y allait peut-être un peu brièvement. Donc tu as choisi le sujet. Oui. Et après, c'est parti, go. Oui, c'est ça. Ça fait 3 ans, voilà. Okay. Ça a fait 3 ans, mais par contre, du coup, pour la chimie, ça allait. Mais par contre, pour la communication, j'ai dû rentrer dans des livres de théorie, tout ça, mais je pensais pas que c'était aussi complexe, les sciences sociales, et que c'était aussi faire des entretiens, devoir les retranscrire, sachant qu'il y en a où j'ai eu 4 heures. Okay. Donc ça fait 70 pages de retranscription. Et du coup, avec l'IA, ça marche mieux, ou tu faisais vraiment encore à l'ancienne, ou t'écoutes le truc? Alors au départ, j'avais pas bien compris qu'il fallait faire comme ça, donc au départ j'avais fait des prises de notes, et après on me dit non, il faut que tu retranscrives. Je fais du coup j'ai perdu du temps pour rien. Et donc j'ai trouvé une solution où en faisant sur Word, mais un Word en ligne, il y a une manière de mettre un audio
Ah, ok. Et ça retranscrit. Mais après, ça retranscrit comme il entend. C'est-à-dire que, par exemple, pour dire l'avis préfectoral, il mettait là, espace vie, Oui, VIE. oui. Donc, fallait repasser à chaque fois derrière. Ok. Donc 4 heures de... Waouh. Ah ouais, ça doit être compliqué. Et t'as fait ça beaucoup pendant ta thèse, du coup? J'en ai fait 12 entretiens. Ok. Avec des scientifiques, des gens, des services de l'État et une association. Ok, d'accord. J'ai pas réussi à avoir l'industriel. D'Alteo, du coup? Oui, voilà. Ok. Est-ce que tu peux parler des impacts de ces rejets? Donc, tu as dit qu'il y en avait, tu as dit un peu les signes de... Tu as parlé des cheminées, du coup, des fumées blanches, si je me rappelle. Les panaches. Les panaches, du coup. Mais est-ce que du coup tu as aussi étudié les impacts environnementaux, si on a déjà des signes un peu de la pollution sur les sites de ces cheminées-là? Alors moi, c'est vraiment l'étude de qu'est-ce qui se passe en fait au niveau comment évoluent les métaux dans ce milieu-là. Donc l'impact, c'est... Enfin, il y en a qui ont fait ces études-là, mais pas moi. D'accord. Mais donc du coup, pour être plus précis sur le milieu, donc il y a les boues qui étaient rejetées avant, qui tapissent le sol. Donc là, les fonds marins, depuis des années, parce ils ont commencé dans les années 60 à rejeter, donc ça s'étend jusqu'à 50 km plus loin. Ah oui, ok. Voilà. Donc dans les études qu'il y a eu pendant des années, ils ont toujours dit que c'était inerte. Dans quel sens? Il n'y a plus de vie, quoi. Inerte dans le sens, les boues n'ont pas d'effet négatif, enfin, ne font rien par rapport au milieu. Mais par contre... il n'y a pas forcément de vie à proximité du rejet même, donc ça a été montré, mais c'est expliqué par l'effet mécanique du rejet, c'est-à-dire la puissance de l'effluent quand il est envahi en mer. Tu veux dire que c'est tellement fort qu'il n'y a rien qui peut vivre Quand c'est des petits organismes, c'est comme une cascade. Si tu te mets tout en bas d'une cascade, si tu te mets en bas des chutes du Niagara, là, t'es écrasé, quoi. D'accord, mais ça ressemble à quoi le rejet? C'est pas une chute du Niagara, du coup? Donc c'est un tuyau qui est dans l'eau. Et du coup, ça sort comme ça. Quand ça sort, donc ça se mélange. Tu as du coup, entre l'effluent et l'eau de mer, donc ce panache qui se forme, et donc ces concrétions, donc on peut appeler ça comme des cheminées, donc les hydrocalcites qui se forment. Okay. Donc de là, tu as les métaux qui vont se piéger au début dans ces concrétions. Et ou alors vont se disperser à proximité du rejet. Ensuite, quand ils ont fait toutes les modifications, ils se sont rendus compte que c'était possible que les hydrocalcites, il y ait une dissolution, c'est-à-dire qu'ils libèrent les métaux qui étaient piégés. D'accord, donc il y a une fragmentation de ces formations. Voilà. Et après, c'est peut-être ça qui pollue l'environnement. Ça pourrait, oui, se disperser. Et en fait, c'était une des craintes que les associations avaient, c'est que ça aille polluer le milieu marin et que ça aille jusque sur les côtes, là où les gens se baignent. D'accord, ok. Voilà. Et toi, du coup, tu as étudié cet effritement? En partie. Donc, c'est la partie, en gros, dans les métaux, tu as les métaux qui ont différentes formes. Tu as la forme dissoute, donc celle que tu vois pas. Tu as la forme particulaire. Et tu as une forme colloïdale aussi, donc c'est un peu entre les deux. Donc on peut résumer sur du dissous et du total. Total, c'est tu analyses tout, donc tout dissous, colloïdal, particulaire. Et ensuite tu vas filtrer ce total. Et du coup tu gardes que le dissous. Donc moi j'analyse du coup les deux. Donc en fonction de l'évolution, est-ce que tu as du dissous ou est-ce que tu as du total? Et tu te rends compte qu'au départ, tu avais beaucoup de particules dans le milieu et qu'au fur et à mesure des mises en place de traitements, ces particules elles diminuent et tu as de plus en plus de dissous. Parce que les particules, elles étaient piégées dans ces concrétions. Okay. Et là, comme elles sont plus piégées, elles augmentent dans le milieu. Okay. Et sous forme de métaux dissous. Ok. Il y a un truc que tu as dit au début de l'interview, c'est que tu essayais aussi d'étudier la composition. Ça va peut-être être un peu dur de formuler, mais j'ai eu l'impression que tu essayais de vérifier que l'usine disait bien la vérité sur ce qui se passait. Alors ça, c'est pas exactement... Enfin,
Si, ça montre ça aussi, mais ça, c'est vraiment les services de l'État qui le font. Mais de faire ça, ça permet aussi... Enfin, de faire les prélèvements en usine comme ça permet aussi de confirmer ce qui est dit, mais ça permet aussi d'avoir en fait une idée de ce qui est rejeté donc au début et de ce qu'on a à la fin. Donc pouvoir comparer. Si par exemple, là, ce que j'ai eu à un moment donné, j'ai eu une concentration anormalement élevée de cuivre sur une année. D'accord. Et en fait, ça provenait de l'effluent. Ça venait pas du milieu marin parce qu'on retrouvait la même chose dans l'effluent. Ok. Parce qu'en fait, il y a eu un surdosage dans le traitement. Donc un surdosage accidentel qui fait que du coup, c'était plus haut et ça se revoyait dans le milieu. D'accord. Est-ce que, du coup, au niveau de la communication, donc tu as fait un peu d'études du coup sur le sujet de la communication, les sciences sociales de manière générale. Tu m'as dit que tu avais appris pas mal de trucs. On peut en parler après, mais est-ce que tu pourrais un peu nous résumer la perception du risque par les populations qui sont du coup influencées par les associations que tu as mentionnées et je ne sais pas quel autre type de communication on a, les journaux classiques peut-être. Oui, alors du coup, donc déjà, la manière d'influencer, de comment ils ont diffusé dans la société civile. Donc déjà, tu as les comités qui rédigent des documents. Donc ça peut être des comptes rendus. Donc compte rendu, c'est un peu comme des textes de théâtre. Donc tu as machin a dit ça, et ils ont dit tel truc a été diffusé. Donc une présentation de l'Ifremer ou de Alteo donc, a distribué tel document. D'accord, ok. Donc ça, ensuite tu as les avis. Donc ça, c'est des documents officiels où c'était plus les scientifiques qui ont fait ce genre de documents ou pour répondre donc aux réglementations. Donc l'usine, on a fait ça. Donc l'usine, c'est validé ou c'est pas validé et on demande est-ce que l'usine fasse ça pour le suivi. Okay. Donc ça, c'était accessible à tout le grand public. Donc ça, c'était des documents officiels. Et ensuite, tu as donc la presse, les reportages, puisqu'il y a eu trois gros reportages qui ont été faits pour en fait parler du sujet. Donc il y a eu Thalassa, Envoyé spécial, et un autre qui a été fait par des gens locaux. Donc j'ai plus le nom, ça s'appelle Zone Rouge. Ok. Les gens locaux, c'est pas les assos du coup? T'as des pêcheurs et t'as des associations, mais c'est pas officiellement comme association. D'accord, ok. Enfin, je pourrais pas, enfin, je suis pas sûre d'utiliser le terme exact, donc je vais pas aller plus loin. Okay. Et donc du coup, les associations qui elles-mêmes ont décidé donc de diffuser à leur propre manière, donc manifestations, pétitions, et donc par des magazines qu'ils ont fait ou des documents et des recours en justice. Ok. Donc dans tout ça, donc tu vois tout ça, qui a dit quoi par quoi, qui diffuse quoi, et tu te rends compte que finalement ceux qui donnent l'information, donc sur comment ça évolue, c'est les associations, les services de l'État, mais des politiques qui en fait n'y connaissent pas forcément grand-chose. Okay. Et que ça, comment ça se manifeste du coup, du fait qu'ils connaissent pas grand-chose et ils ont quoi comme communication? En fait, ils reprennent des bouts d'informations, dont le même rapport qui est à chaque fois répété, c'est le rapport de l'ANSES, parce que c'est un des seuls qui en fait a été accessible facilement. Ok. Et ce rapport, il dit quoi? Et ce rapport, il raconte, donc ça c'est pour les poissons, donc l'étude des poissons et des oursins. Donc c'est la contamination, est-ce que du coup les poissons sont contaminés ou pas et à quoi. Et donc ça c'était ce que tu me disais du fait que tu peux pas, c'est dur de lier la pollution à ça. Donc ça ils ont fait en fait une étude où tu as une zone impactée, donc zone de rejet, et ils ont fait avec une comparaison dans une zone un peu plus éloignée où au niveau des courants tu n'as pas d'impact. D'accord. Donc là ils ont pris une certaine quantité de poissons. Donc, pour vraiment vérifier qu'on ait un bon jeu de données. Et ils se sont rendus compte que pour 3 métaux, donc l'aluminium, le titane et le chrome, je crois, ils étaient plus élevés dans les poissons pêchés dans la zone de rejet que dans l'autre. Par contre, tous les autres métaux, ils étaient à la même teneur. C'est-à-dire que dans la zone de référence et la zone d'impact,
tu avais la même concentration, à peu près. Ok. Donc, par rapport à ça, en fait, l'ANSES ne pouvait pas conclure à quoi que ce soit. Malgré le fait qu'il y ait quand même cette présence de... Parce qu'en fait, tu peux pas assurer à 100% que c'est eux pour ces 3 métaux-là, et que ça pourrait très bien être en fait des poissons qui ont bougé en fait, et qui ont été prélevés là, mais qui auraient pu aller dans le rejet d'une autre usine à un autre endroit. D'accord. Du coup, les gens, certains, les associations ou certains politiques, ils s'arrêtent sur c'est plus impacté par ça, donc du coup l'usine, c'est sûr, pollue. Mais du coup, l'ANSES, c'est pas ce qu'elle dit. Et du coup, il y en a d'autres qui disent oui, mais c'est pas vrai. Donc ce que dit l'industriel, c'est on peut pas savoir parce que l'ANSES dit ça. Donc c'est une modification des résultats qui ont été dits et ça a été fait avec d'autres documents. D'accord. Mais du coup, tu as mentionné les poissons et je comprends l'hypothèse que ça bouge un poisson et que voilà, ils peuvent être contaminés de plein de manières, mais tu as aussi mentionné le fait qu'il y avait des oursins. Oui. Et du coup, là, c'est quoi la réplique Alors là, le truc, c'est que je n'ai plus les résultats, mais okay. Ils les ont fait. Mais le problème qu'il y avait pour les oursins, c'est qu'ils n'avaient pas de référence de valeur de bruit de fond, comme on peut dire. C'est-à-dire, on va prendre un oursin, on va faire des analyses pour savoir en fait quand il n'est pas contaminé, en fait à quelle teneur tu as tel métaux. D'accord, tu veux dire qu'ils n'ont pas pris des oursins d'un autre milieu ? Ils n'avaient pas de valeur sûre et dans leur base de données. Donc ils auraient dû faire une étude, je pense, mais après je pense que ça doit mettre du temps pour créer des valeurs de référence. Ok. Donc ils avaient des données, mais ils ne pouvaient pas les comparer. Ok. Et du coup, tu penses quoi de cette étude ? Parce que j'ai l'impression qu'elle était un peu déterminante pour que les industriels puissent justifier leur position. Je trouve qu'elle est un peu... que dans la science, on ne peut jamais affirmer. Et c'est un peu embêtant. Mais que c'est vrai que, en fait, manipuler le résultat, après ça grossit, et puis ça vient à dire, oui, du coup, les poissons, ils sont radioactifs, alors qu'en fait, c'était pas du tout dit ça à la base, quoi. Ouais. Et t'as quelqu'un qui a sorti ça parce qu'il a vu autre chose, et voilà. T'es en train de dire que quelle que soit l'étude que tu vas faire, au final tout le monde va le prendre à sa sauce. Et parce qu'en fait, c'est le truc où t'as quelqu'un qui dit quelque chose et en fait après ça change et en fait à la fin c'est plus du tout la même chose. D'accord. Donc est-ce que c'est un truc qui est étudié, le principe du téléphone Je sais pas, mais c'est vrai que c'est un peu ce que je ressens quand je vois les informations qui circulent, oui. D'accord. Et tu as étudié du coup des gens, tu as interviewé des gens de chacune de ces positions. Alors les scientifiques qui disaient qu'en fait eux ils n'ont pas osé communiquer parce qu'en fait ils savaient pas trop comment faire. Okay. Ils avaient peur que ça soit mal interprété ce qu'ils disent. Dans le sens qui serait pour les industriels ? Alors ça peut être ça aussi, ou alors que en fait ils viennent dire quelque chose comme le rapport de l'ANSES et qu'en fait à la fin les gens utilisent la manière dont ils ont formulé pour interpréter autrement et dire le contraire. C'est ce qui s'est passé dans Thalassa. C'est quoi Thalassa ? Thalassa, le reportage qui a été fait. Ok, ouais. J'ai mon encadrante de thèse qui a qui a participé dedans et ce qu'elle me disait c'est qu'en fait elle a passé une journée avec eux et en fait à la fin quand elle a vu le reportage ils lui ont fait dire l'opposé de ce qu'elle essayait de leur faire dire. D'accord. C'est terrible ce que tu es en train de dire. En tant que scientifique, en tant que chercheuse, ça te met dans quelle position dans ton travail de manière générale ? Est-ce que tu sens que tu as une vraie utilité Et c'est ça, l'objectif final, c'est de pouvoir réécrire les données que j'ai pour qu'elles soient facilement interprétables par tout le monde et en fonction des attentes et des besoins de ces personnes. D'accord. Tu peux nous le reformuler d'une autre manière là, parce que c'était un peu politicien là, la manière dont tu dis. En gros, comme c'est compliqué de présenter des données qui sont en fait un peu, comment dire, très vagues dans l'esprit de certains. Donc c'est supposé qu'en fait c'est pour ça qu'il y a eu plein de biais et d'artefacts. Du coup, ça serait de voir comment en fonction de tout ça, donc tous les biais qui ont été observés, les leviers qui ont été proposés pendant les entretiens ou des leviers qui ont été tentés mais qui n'ont pas réussi, de réécrire mes résultats en chimie
en fonction des attentes et des besoins. Par exemple, si tu as une personne qui dit « moi je veux avoir des infos sur qu'est-ce que ça fait A plus B », et qu'en fait tu lui dis en fait moi je te donne l'info de qu'est-ce que ça fait A moins C, en fait ça marchera pas parce que c'est pas ce qui est demandé, quoi. D'accord. Et du coup, ça se traduit comment en termes de méthodologie parce que évidemment, tu n'es pas la seule dans cette situation-là. Donc, est-ce que tu as déjà des formes de manières d'approcher le problème de la communication scientifique que tu as étudié ou tu en as établi une par toi-même Alors là, je suis encore en train de réfléchir dessus. Mais j'ai déjà vu qu'il y avait déjà des instituts qui font ça. Donc il y en a où ils font beaucoup de sciences participatives, et de là en fait ils permettent de faire des liens avec les citoyens qui vont leur poser des questions, et quand il y a des questions où ils ont quelqu'un qui peut y répondre, ils créent en fait une sorte de réunion comme ça où n'importe qui peut venir et faire des échanges. D'accord. Donc ça c'est plus pour tout ce qui est pollution de l'air, notamment dans la région où je suis, parce qu'il y a en fait à Fos-sur-Mer, c'est là où tu as le plus d'usines en Europe qui sont le site le plus pollué, quoi, il me semble. D'accord, donc c'est un meeting avec des communications, mais du coup avec la population locale, quoi. Voilà, et tu peux avoir des scientifiques ou alors des experts ou des services de l'État, enfin des gens qui peuvent répondre aux questions et faire des échanges pour que ça soit plus facilement expliqué. Okay. Mais là, quand tu veux expliquer quelque chose qui se passe en mer, donc avec tout le contexte qu'il y a, c'est un peu plus compliqué. Parce que dire, oui, du coup tu prélèves en fait dans l'air, tu as des résultats, donc tu peux expliquer en disant, oui, ça vient de ça, et du coup c'est grave ou c'est pas grave pour la santé, donc tu peux, si tu as un taux trop élevé, par exemple à Marseille, les vélos deviennent gratuits pour réduire la pollution. Mais dans le milieu marin, qu'est-ce que tu veux faire, à part arrêter le rejet? Tu veux dire qu'il n'y a pas de contre-mesure possible? J'ai l'impression que c'est... En fait, j'ai du mal à voir c'est quoi la différence basique du problème. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui pollue. Oui. Il faut qu'il arrête de polluer, mais dans les deux sens, que ce soit mer ou air, c'est la même chose. Donc, je vois pas en quoi c'est... Parce qu'en fait, en mer, comme il est dans les normes, il y a quand même des choses encore à travailler, mais les gens, ils ne voient pas que c'est dans les normes pour eux, il y a toujours un rejet, donc l'usine pollue. Ah d'accord, donc tu veux dire c'est la perception du... C'est la perception, oui. Quel que soit ce qui se passe, il y a un endroit qui est symbolique pour beaucoup de gens, et du coup, quelle que soit l'activité, en fait, il faut qu'il n'y ait pas d'activité pour que les gens acceptent ouais, il y en a, oui, c'est comme ça, ouais. D'accord, ok. Mais donc du coup, toi tu as parlé d'une méthodologie où les gens communiquent, la population locale. Et c'est quoi ta conclusion pour ta situation à toi, du coup, si tu en as trouvé une? Que c'est surtout toujours les mêmes personnes qui communiquent, tout ce qui est l'information scientifique, et ce n'est pas en fait les personnes qui ont fait le suivi, donc pas les scientifiques qui ont vraiment travaillé sur le sujet. Donc il y a eu un biais de communication, plus du coup de la manipulation et de la désinformation. Et de là, en fait, c'est voir comment réexpliquer en fait ce que j'ai et qui n'a pas forcément été diffusé dans les temps, puisque ça met du temps à faire une étude. Ils ont déjà quand ils ont fait les premières études, ça a mis 2 ans. Donc le temps de sortir les résultats, il y a eu un entretien sur les 300 articles que j'ai lus de presse pour expliquer ces résultats-là. Et ça a été en 2019, sachant qu'ils ont commencé en 2016. Ok. Donc les gens, au bout d'un certain temps, le conflit s'estompe et en fait, ça passe à côté, quoi. Okay. Mais en fait, les données que j'ai, certaines ont été diffusées en 2021, alors qu'en fait, les gens, ils attendaient ça avant. Et le reste, en fait, ça n'a toujours pas été publié officiellement. Ça reste en fait à l'intérieur de tout ce qui est interne. Et du coup, ça serait quoi la solution? Est-ce qu'il y a une sorte de réappropriation de la communication par les scientifiques ou...
Ou alors, il faut passer par des sortes de des means, des manières de diffuser l'information qui sont Oui. alternes. Je pense que c'est des manières où il faudrait... ça c'est juste mon opinion pour le moment, c'est essayer de réunir des personnes de différentes compétences. Donc que ce soit en fait le citoyen lambda ou celui qui est un peu plus... avec plus de connaissances, avec certains scientifiques, les services de l'État, de me faire comme une sorte de focus group. Et en fait, d'essayer de présenter le contexte et en fait de voir ce qu'ils veulent. Parce que certains vont dire on veut les données brutes, sauf que les données brutes, si t'as pas en fait l'explication à côté, genre les paramètres environnementaux, c'est bien de savoir qu'en fait t'as 15 mg d'aluminium dans l'eau, mais si tu sais pas que en fait la valeur naturelle c'est 20 mg par exemple, bah tu vas dire ah c'est beaucoup, alors qu'en fait c'est peut-être pas le cas. Et donc t'as ce genre de truc et ensuite voir si c'est vraiment ce qu'ils attendent, parce que si t'expliques vraiment ça et qu'en fait eux tout ce qu'ils veulent c'est savoir si ils peuvent manger le poisson à côté, du coup ça fait comme un dialogue de sourds quoi. Ok. Donc de manière générale, quand tu regardes 3 années, du coup c'est ta 3e année là, de thèse actuellement, quand tu regardes ce que tu as appris sur la communication scientifique, t'en tires quoi comme conclusion, que on est foutu ou... Non, qu'il y a du travail à faire là-dessus, c'est tout. Okay. C'est certainement faire des sortes de formations spécifiques pour les scientifiques, pour qu'ils puissent travailler dessus et et travailler en fait avec les citoyens, comme ils font avec un peu des sciences participatives. Mais là, c'est plutôt pour voir comment présenter les données. D'accord. Et donc tu vois comment un futur idéal de communication scientifique? Il n'y a que des colloques partout, tous les chercheurs ont une chaîne YouTube ou quelque chose comme ça. Je sais pas si tu as des idées, tu vois, déjà, faire un format qui n'est pas celui d'un article scientifique, parce que franchement, pour quelqu'un qui s'y connaît pas, déjà, c'est pas forcément dans la langue dans laquelle il parle, et puis il va pas forcément comprendre, quoi. Puis le format n'est pas forcément adapté. Surtout quand on sort des grosses figures comme ça, où t'as plein de choses, et puis on te sort plein de choses avec des citations de partout, où il faut que t'ailles dans un autre article, et en fait tu perds du temps. Puis l'humain est un peu fainéant, faut l'admettre. Ouais. Du coup, il fallait à l'essentiel. Ta thèse a confirmé cette... c'est, en gros, les gens, ils vont regarder que la conclusion, et puis s'ils ont l'information qu'ils veulent, ils vont pas aller plus loin. Ouais. Alors, donc, faut aller dans l'essentiel, mais tout en expliquant les points importants. Ok. Et tu penses quoi de... Moi, je réfléchis beaucoup à ça avec, tu vois, le podcast que je fais, par exemple. Je pense qu'il y a plein d'informations qui sont ultra intéressantes, mais il y a toujours cette question de sensationnalisme que je pense que beaucoup de journaux se sont posés ou vont juste adopter. Qu'au final, c'est quoi le principal? Est-ce que c'est juste de capter l'attention? Et donc, du coup, tu peux créer des titres improbables du genre... pollution de l'usine Alteo, on va tous mourir. Tu vois, juste des titres putaclic là, comment? Ouais, c'est ça, un peu putaclic. Ou alors de pas faire ça et de quand même avoir du respect pour les gens et leur intellect. C'est une vraie question que moi je me pose particulièrement et je me demandais ce que toi t'en penses. En fait, en discutant avec certains scientifiques qui avaient beaucoup d'interactions avec les médias, c'est ce qu'ils me disent, c'est qu'en gros, s'il n'y a pas une information scandaleuse, ça va pas intéresser ni les médias ni les gens. Donc en gros, dire que, je reprends un des exemples qu'on m'avait sorti, si la SNCF est à l'heure, tout le monde s'en fout. Par contre, si elle est en retard et qu'elle a créé un problème où les gens ils ont pas pu aller à leur nouvel an, là ça va être médiatisé comme pas possible. Ouais. Mais bon, est-ce que ça a vraiment un intérêt Je pense que faudrait faire un truc qui permet d'attirer, mais sans en fait aller dans l'excès. Mais après, ça reste aussi dans la mentalité des gens.
Et je pense que c'est intéressant aussi parce que même dans ton cas, au final, quelqu'un qui habite à Lille, il en a rien à foutre des calanques, tu vois. Bah, s'il va en vacances là-bas, S'il va en vacances là-bas, ouais. bah, il va dire c'est dangereux, je n'irai pas. Et Ouais. c'est ce qui s'est passé avec la ville de Cassis qui s'est retrouvée avec un problème de tourisme parce que bah, en fait ce scandale faisait que les gens étaient persuadés que du coup ils allaient être au milieu de boue alors qu'en fait déjà l'usine ne rejetait plus de boue mais qu'un effluent liquide et que c'était à 300 mètres de profondeur et c'était pas sur la côte quoi. Ouais, mais donc du coup, il y a cette problématique de, au final, peut-être qu'il n'y a pas besoin, là je réfléchis à haute voix, il n'y a pas besoin forcément d'être sensationnaliste, il faut surtout avoir une approche très locale, je dirais. Tout ce qui te concerne toi, au final ça te concerne toi, et ta localité, les endroits où tu vas, etc. Donc peut-être créer une sorte de d'IA qui te référence que les articles qui pourraient te concerner. Mais ça existe. Ils ont fait, il y a un site dans la région où ils ont mis en place, ils ont essayé de référencer toutes les études scientifiques qu'il y a dans la région, Okay. Que ça soit pour l'air, le sol ou la mer. Au départ, c'était plus situé sur tout ce qui était Fos-sur-Mer et l'étang de Berre, donc là où c'était très très pollué. Et ils ont commencé à s'étendre un peu plus loin et ils ont commencé à rajouter certains articles reliés à cette usine. C'est quoi comme modèle, t'as dit? J'ai pas entendu. Un site internet. C'est un site internet, ok. Où du coup on peut cliquer et en fait tu as accès à ces articles, mais bon ça reste les articles qui sont publiés de version scientifique pour des gens qui sont avertis. Ouais. Donc ça aussi il faudrait revoir pour pouvoir en fait rendre accessible quoi, parce que bon, tu sors des mots compliqués, bah, les gens ils vont pas forcément comprendre quoi. Ouais. Et puis au final, oui, c'est vrai que juste le moyen de communication est peut-être totalement nul, quoi. Le fait qu'on ait besoin de lire quelque chose ou enfin, je sais pas, peut-être des pages et des pages quoi, parce ouais. que bon ça fait pas non plus 3 pages, en général ça en fait au moins 7 à 10 pages. Et après tu te dis finalement quelle était vraiment l'information et en fait avec tous ces mots, qu'est-ce qu'en finalement est-ce que c'est dangereux ou pas quoi pour certains. Est-ce que tu t'es intéressé à d'autres on va dire histoires de rejets toxiques dus à un industriel dans la France ou même dans le monde de manière générale? Est-ce que c'est genre un sujet qui t'intéresse autre que celui de ta thèse? Bah, en vrai ça reste assez intéressant. Au départ j'avais à la période Covid je devais faire un stage de fin d'études dans un institut où c'était en fait pour voir comment circuler une pollution des usines de coqueries. De coqueries? Ouais, c'est les anciennes usines de tabac. Ok. Et ça, c'était des phases de test qu'il fallait faire en laboratoire, mais avec du coup du sol, de la terre qui venait, je crois que c'était Lorraine ou Alsace, quelque chose comme ça. Et donc là, je m'étais dit, ça permet de voir comment peut-être on pourrait dépolluer après, parce que le projet, c'était de voir si on pouvait trouver une solution. Donc, et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de pas juste d'observer pour plus tard, mais de trouver des solutions pour en fait agir. D'accord. Parce que finalement, la science, beaucoup, enfin en tout cas dans tout ce qui est recherche publique, c'est soit fondamental, soit théorique, et ça permet juste d'établir des faits, mais pas d'aller dans le sens de trouver des solutions pour en fait améliorer. Oui, au final, c'est ouais. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui le font, mais je trouve que c'est minoritaire. Oui. Parce qu'au final, oui, informer, c'est une chose, mais après. Bah oui, c'est ça. Le porteur de l'information est souvent le leader, normalement, du mouvement, ou du moins, ce serait logique qu'il le soit. Donc, du coup, toi, en tant que chercheuse, je sais pas c'est quoi le futur que tu imagines pour toi-même, mais est-ce que tu as tu t'imagines plus tard du coup mener des sortes de mouvements dans ces thèmes-là ou c'est pas quelque chose qui Alors que ça soit industriel, bon ça peut, après ça pourrait très bien être aussi en lien avec tout ce qui est pollution liée à l'agriculture, mais de trouver un moyen donc de dépolluer. Ok. Voilà, que ça soit l'eau ou le sol.
parce que l'air, j'ai pas du tout de compétences dedans, donc j'irai pas me lancer là-dedans, mais oui, enfin vraiment trouver des solutions et agir en fait, que juste d'exposer des faits. D'accord, mais du coup plus dans le sens de rétablir la merde qui s'est passée, donc plus dans ce thème-là que faire pression sur les industries. En travaillant comme ça à trouver des solutions, ça peut permettre en fait de faire des collaborations pour que en fait ces usines elles arrivent à moins polluer, mais ou limiter leur pollution, parce que bon, on aura toujours besoin donc des produits qui produisent du coup, mais il y aura toujours des déchets, mais ces déchets, si on peut les limiter ou en refaire autre chose pour que ça soit utile autrement, c'est ce qu'ils avaient essayé de faire avec ces boues qu'ils avaient appelées boxaline, mais en fait ça avait eu tellement d'échos négatifs que finalement ils n'ont jamais réussi, parce que l'une de leurs possibilités c'était on disait que c'était des déchets dangereux et ils avaient trouvé un moyen de le réutiliser pour dépolluer je sais plus quoi. Tu veux dire les déchets utilisés pour dépolluer un autre déchet ? Voilà, donc dit comme ça, en fait les gens ils comprenaient pas. Ça fait pas sens, donc ça marche pas. Oui, alors je suis pas allée plus loin dedans parce que du coup je me suis vraiment focalisée sur la partie mer, mais c'est vrai que dit comme ça c'est pas vendeur. Et c'est compliqué après d'essayer de réutiliser ces déchets avec tout le côté négatif qu'il y a autour. Tu veux dire que cette solution-là avait besoin de comment on dit, approval, l'acceptation de l'opinion publique pour qu'elle fonctionne ? Indirectement, je pense qu'il y a un peu de ça, ou alors qu'en fait on n'en fasse pas autant de bruit. Mais après, à voir si vraiment c'était vraiment efficace ou si c'était que de la parole industrielle, quoi. Ça, je ne sais pas. Alors, on a parlé pas mal de ton sujet, mais est-ce que tu pourrais nous mentionner des livres qui seraient en lien soit avec ce que tu étudies ou que tu aimerais juste conseiller à des gens qui s'intéressent à ton sujet ? Des livres ou des articles ou des chaînes YouTube. Alors j'ai des livres comme ça, mais le problème c'est que j'ai pas les titres exacts. Ok. Donc pour tout ce qui est pollution industrielle dans la région, il y a alors c'est un titre qui s'appelle genre Calanques industriels et c'est de Daumalin notamment. Les calanques industriels de Marseille et leur pollution. Ouais. D'accord. Donc ça explique vraiment le contexte qu'il y a eu à la base. Donc qui peut en fait expliquer d'autres conflits qu'il y a dans la région. Parce qu'en fait, il faut savoir que Marseille, au début dans l'essor industriel, en fait, il y avait beaucoup d'usines qui en fait, elles étaient dans les calanques. Parce que on n'avait pas les mêmes normes ni les mêmes connaissances. C'était des zones un peu... Il n'y avait rien, quoi, donc... En fait, au départ, c'était dans les villes, mais ils se sont rendus compte que, comme c'était pour le savon, donc c'était des usines de soude, de plomb, sauf que ça commençait à brûler les feuilles des arbres, donc ils se sont dit, il y a peut-être un souci. Donc on va les mettre loin des villes, donc elles sont dans les calanques. Donc aujourd'hui, on voit encore certains restes, comme des ruines. Comme des ruines. Ouais, des ruines. Okay. Et en fait, il y a des endroits qui sont encore pollués au plomb, par exemple. Et là, c'est en train de rejaillir dans la presse, dans le local. Et en fait, les gens, ils ont oublié cette information-là. Parce que les Marseillais, c'était en fait... ce qui est indiqué dans le livre, c'est qu'il y avait des panneaux à l'époque pour dire « Ne venez pas vous baigner à cet endroit-là, c'est pollué. » Sauf que dans la mentalité de là-bas, c'est faux, on n'a jamais eu aucun problème. Donc pourquoi on serait interdit d'aller sur la plage ? Et ils ont enlevé le panneau. Donc à la fin, du coup, les gens de la ville, ils ont arrêté de mettre le panneau. D'accord, donc c'est juste au final, à force de nier l'information. Voilà, donc ça a été un peu perdu. Et là, ils ont remis en place... il y a je crois qu'il y a un complexe hôtelier qui a racheté un terrain pas loin. Je crois que c'est ça. Et en fait, pour mettre ce complexe, il y a eu une condition, c'est qu'il devait dépolluer le coin. D'accord. La compagnie hôtelière devait dépolluer. Okay. Donc, elle était OK. Et c'est comme ça qu'en fait les gens... Mais du coup, c'est pollué. On nous a jamais rien dit.
En fait, c'est juste que ça s'est perdu l'information, mais ça a toujours été là. Donc actuellement, il y a encore des zones qui sont polluées dans oui, les des calanques. usines qui datent du 19e siècle. D'accord. Mais il y a la pollution est toujours présente. Oui, c'est la pollution, comme ils disent, diffuse et je sais plus, pas éternelle, mais non, pas éternelle dans le sens comme là on a l'épiphaste en ce moment, mais dans le mode elle est toujours là et en fait si on l'enlève pas, elle sera toujours là. D'accord. Et ça a été de nouveau. Est-ce qu'il y a des nouveaux panneaux qui ont été affichés Je suis pas allée vérifier, mais je crois qu'ils y sont pas les panneaux. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment des zones où on se baigne un peu aléatoirement. C'est pas une plage en soi, c'est vraiment quand tu vas te baigner dans les calanques, tu prends un endroit avec un rocher qui est un peu plat et tu sautes dans l'eau. Ouais. Donc c'est un peu ce genre d'endroit-là, quoi. D'accord. Ah, c'est vraiment quelque chose. Je viens de la zone de hier, je sais pas si tu vois. Et moi j'ai toujours cru que les calanques c'était un lieu protégé et avec rien quoi, enfin aucune. T'as le rejet aussi des eaux usées de la ville. Ouais. À Cortiou, qui quand il pleut beaucoup, ce qui n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, en fait ça déborde. Et en fait quand tu vas à cet endroit-là, en fait t'as une masse de couleur marron un peu noire, et en fait c'est tous les déchets. Et ça pollue aussi ça. D'accord. Et c'est dans le parc national des Calanques. C'est dans le parc national des Calanques. D'accord. Parce qu'en fait, quand ils l'ont créé, l'objectif c'était à vocation de réduire ces pollutions. Mais ça prend du temps. Quand ils l'ont créé, c'était... Ah, tu veux dire que dans le sens que ils pouvaient dire maintenant c'est un parc naturel. Donc on va pouvoir trouver des solutions, on va mettre de l'argent là-dedans pour respecter en fait le cadre du parc national. D'accord. Mais c'est aussi pour ça que les militants qui ont lutté pour le mettre en place, en fait, ils trouvent ça scandaleux que en fait ça persiste. Parce que c'était pour cette raison-là qu'ils l'ont mis en place et ils pensaient que du coup ça allait être très rapide et que ça allait être protégé rapidement. D'accord. Et donc actuellement, c'est juste pas le cas, quoi. C'est que c'est toujours là, mais pourtant c'est quand même la station de traitement des eaux usées la plus performante de France. Ok. Mais bon, quand tu as des débordements, en fait tu peux pas faire autrement pour le moment. Ou alors, c'est toujours une histoire d'argent, tu peux encore améliorer, mais tu multiplies par 10 ta facture d'eau. D'accord. Mais est-ce que du coup les gens sont prêts à payer 10 fois plus leur eau? Ça dépend des gens. Non, c'est très intéressant. Je pense qu'on arrive vers la fin de l'interview. Donc tu as mentionné un livre qui est, je le rementionne, Les Calanques industrielles de Marseille et leur pollution. Est-ce que tu en as un autre Alors, pour la version militante, donc d'une association dont j'ai parlé un petit peu, il y a le livre noir des bouts rouges d'Henri Augier qui montre leur opinion à eux et on voit dedans en fait ce qui va toujours répéter la même chose et en fait c'est ce qui a été répété par les médias et par la société en pensant qu'en fait c'était des scientifiques vraiment qui ont fait le suivi. Et en fait c'est surtout son discours à lui qui a été répété, qui n'est pas vraiment en lien avec en fait tout ce qui s'est passé. Mais avec son opinion à lui, oui. D'accord. C'est ce que tu mentionnais, c'était un peu réappropriation des... En fait, il a travaillé sur ce genre de sujet, mais il y a un petit moment, quoi. Et du coup, pour lui, en fait, son opinion, c'est tant qu'il y aura un rejet, en fait, ça sera dangereux. Peu importe, même si c'est dans les normes, il y a quand même quelque chose qui est rejeté. D'accord. Ouais, donc il faut rien du tout. Voilà, mais en fait, le rejeter ailleurs, enfin, le réutiliser autrement. Okay. Donc ça, c'est une version différente. Ok, donc redis le titre. Le livre noir des bouts rouges. Le livre noir des bouts rouges, d'accord. Pour faire bien scandale. Je crois que c'était fait exprès. Sensationnaliste, ce qu'on disait. Et après, dans les articles scientifiques, j'ai les noms en anglais, mais il faudrait que je regarde pour les donner. Dans tous les cas, on mettra tout dans les commentaires si tu as, d'autres trucs à dire. Donc il n'y a pas de souci. Lauralie Callens, merci beaucoup. Mais merci à toi.